sont où les boucles là du ciel, les petites là avec les petites fleurs là. Je sais pas. On va essayer derrière, je les ai vus là. Regarde, elles se prennent ça. Alors Oh, une surprise. Oh. C'est dans tes petites mains. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Ici? Non, c'est trop petit. Ici? Non, c'est trop petit. Ici? Ah, pas mal. Faut que je sens comme quoi. Attends, je te prends en photo. Tu vas voir, ça va être génial. Bah, qu'est-ce qui te prend? Ça va être génial, je vais en prendre en photo. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas ou pas? Je suis là, hein, tu peux me voir quand tu veux. Fais ma photo. Oui, c'est bien. Bon, c'est pas un zoo aujourd'hui. C'est pas un zoo. Bon. Sur ce. Vers le rouge. Ça va? Hein? Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais le faire. Dans plusieurs de ces dialogues, Platon nous parle du sort des âmes après leur mort. Nous aurons tous à passer dans notre nouvelle vie devant le tribunal des fils de Zeus, Minos, Rhadamanthe et Éaque. Et pour que leur jugement ne puisse être entaché d'erreur, pour que les juges ne se laissent pas séduire par la situation de l'âme sur terre, Zeus ordonna que les âmes parussent dans l'autre monde, non seulement sans vêtements, mais aussi sans corps. Selon Platon, l'âme ainsi dénudée ne pourra en aucune façon
dissimuler ses péchés. Celui qui a vécu vertueusement aura conservé son âme nette de toute tâche. L'âme de celui qui a beaucoup péché sera brisée, meurtrie, couverte de marques répugnantes de plaies. De même qu'un corps qui a supporté de nombreuses maladies devient laid et difforme. Ainsi pensait Platon, qui, autant qu'on le sait, ne vit jamais d'âme mise à nu que les leurs corps, mais qui présumait quel serait leur aspect lorsque tomberait leur enveloppe charnelle. Il me semble que les fils de Zeus, qui devraient juger les morts et qui voyaient les âmes dénudées, auraient souri s'ils avaient pu connaître les suppositions de Platon. Ils voyaient, eux, les âmes, de leurs propres yeux, et n'avaient pas besoin d'avoir recours à des suppositions et de juger par analogie si les maladies rendent les corps difformes, les péchés en la l'islam. Tout d'abord, cette analogie n'est pas tout à fait, est loin d'être impeccable. Certains hommes, après leur maladie, embellissent. Et puis il est très probable que les hommes mauvais, précisément ceux qui ont les vices les plus abominables, ceux qui ne distinguent pas et ne savent pas distinguer le bien du mal, possèdent une âme très propre, très lisse, comme vernis. Quoi qu'ils fassent, ils se sentent toujours dans leur droit. Les luttes intérieures qui tourmentent si douloureusement les âmes des gens sensibles et inquiets en leur imposant une tension incessante, ces luttes leur sont étrangères. Les âmes idéalement pures sont la propriété des gens ordinaires, normaux, qui à leur façon savent ce qui est bien, ce qui est mal, évitent les grands mots, font un peu de bien, dorment la conscience tranquille. L'âme d'un bourgeois, d'un rentier, est bien plus nette et bien plus lisse que celle de Socrate, de Tolstoï, de Shakespeare, de Dostoïevski, de même que le visage de ce rentier est plus rond, plus placide. Ses regards plus insouciants. Si Minos suivait les règles de Platon, il enverrait Dostoïevski et Shakespeare aux enfers et peuplerait les Champs-Élysées de rentiers français et de paysans hollandais. C'est clair comme le jour, Platon ne devrait pas parler avec tant d'assurance de ce qu'il ne sait pas. Mais il y a encore une autre chose extrêmement importante. Si quelqu'un lui indiquait à Platon qu'il se trompait, que ce n'est pas le mal, que ce ne sont pas les vices qui rendent l'âme laide et difforme, mais c'est le bien et les luttes intérieures qui en tout cas ne peuvent être considérées comme mauvaises. Qu'aurait-il répondu à cela ? Les lecteurs attentifs de Platon comprendront l'importance que peut avoir cette question. En effet, admettons que Platon il peut se convaincre de ses propres yeux que le bien n'embellit pas l'âme, mais la rend difforme, qu'il y introduit non pas l'harmonie, mais la désharmonie. Aurait-il renoncé pour... Aurait-il renoncé pour cela au bien? Autrement dit, aurait-il conseillé aux hommes de faire du tort à leur prochain? Ou tout au moins de songer le moins possible au juste et à l'injuste, et à l'exemple de ces femmes qui évitent le travail et les soucis, et se refusent même à mettre au monde des enfants afin de ne pas perdre leur beauté. Excuse-moi, attends. 3. Je te redresse. Non, mais là, c'est ça. Non, je vais te donner les... non, mais... Je sais. La seringue, elle... 73% des personnes interrogées se disent en prendre
25% le rattache à la naissance de leur premier enfant, 5% c'est la taille de leur compte en banque, et 3% à leur degré d'alcool dans le sang. Les plus belles années que j'ai passées, c'est les années de mon lycée. Hein. Alors, bonjour, à la maison. Ce qui est écrit, c'est que ça nous coûte un bras tous les mois. On est d'accord. Si, c'est d'accord. On ne devrait jamais nous en sortir. Ouais, mais c'est possible. C'est possible. Vous avez déjà considéré le point de vue par rapport à votre situation? Vous avez déjà essayé de mesurer les contours de la côte de la Grande-Bretagne? Imagine un homme armé d'un bâton d'une dizaine de mètres environ qui tente de mesurer le contour de la Grande-Bretagne. Il va arriver au bout d'un moment à un certain chiffre. Maintenant, imagine la même personne, mais cette fois-ci avec une règle de 10 cm, qui va arriver à prendre les contours. Elle va y passer du temps, mais elle arrivera à le faire. Petit à petit, sur chaque caillou, sur chaque petit renfoncement, et même avec le bruit des vagues, elle arrivera à un chiffre peut-être 10 fois, 100 fois supérieur à celui qui mesure avec un bâton de mètre. Et qu'en est-il lorsque quelqu'un mesure la même distance avec une tête d'épingle, ou encore plus petit? On a beau aborder ces considérations. Tout ça, à chaque fois, se résume dans un même ensemble. Ce qu'on appelle les ensembles de Mandelbrot. Mandelbrot a trouvé ça en cherchant par rapport à la dimension fractale. Quel point de vue tu peux avoir par rapport à une pelote de laine lorsque tu l'observes à 10 mètres de distance, lorsque tu l'observes à 1 mètre de distance? Tu as d'abord une vision à 2 dimensions, et puis finalement tu te rapproches, tu te rends compte que tu as une sphère devant toi, tu atteins la perception à 3 dimensions, et puis lorsque tu te rapproches encore plus, tu reviens à la dimension 1. Des lignes enchevêtrées les unes dans les autres, dans un chaos, dans un ordre chaotique. Finalement, cette question repose sur une histoire de point de vue. Ouais, chacun son point de vue. Entre l'observé et l'objet observé. Je dors pas. Ça va mieux, mais je dors pas. Je peux venir avec vous? Tu as une solution. Je ne comprends pas pourquoi. Mais tu n'as pas cette solution Oh. pour résoudre ça. Moi, je comprends. Je comprends pas. Vous parlez de quoi? Oui, c'est bon. Je peux venir à table avec vous? Quelle solution? Tu parles de quoi, Pierre? Pierre, viens me chercher. Je peux venir avec vous? Pierre? Ouais, j'arrive. C'est facile. Regarde. Regarde, on a ça, et puis on est là. C'est toujours le problème, quoi. Oh, bon! Je réalise pas, quoi. J'arrive. Je viens avec vous. Viens, je bois. J'ai soif. J'ai soif. Dans la situation.